Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'étude PROMISE 2 qui était publiée New England en mars 2021. C'est une Avant de vous parler de PROMISE 2, quelques petits mots sur PROMISE 1 qui est en fait PROMISE 2 est la suite. C'était une étude qui a été publiée en mars 2020 qui contenait 32 patients, dont 31 qui ont été traités, deux perdus de vue dans l'article. Le critère de jugement principal, c'était une étude qui évaluait le système LimFlow, qui est un système qui permettait d'artérialiser une veine de la jambe afin de redonner aux personnes qui avaient une ischémie critique sans possibilité de revascularisation, enfin une possibilité de revascularisation. Le critère de jugement principal, c'était la survie sans amputation majeure à 30 jours, 6 mois et 12 mois. Et les premiers résultats qu'on peut voir ici, on avait 91% à 30 jours, 74 à 6 mois et 70% à 1 an. Sachant que le taux d'amputation majeure à 1 an chez patients présentant une ischémie critique sans possibilité de revascularisation est de 50%. Euh, Promise 1, rapidement, c'est des résultats intéressants, notamment au niveau de la survie à 1 an, qui étaient significatifs, mais 31 patients et pas de groupe contrôle. Du coup, il y avait surtout, au niveau de la discussion de leur article, il y avait surtout la nécessité de réaliser d'autres études pour pouvoir tirer d'éventuelles conclusions. Je vous ai mis l'image qui était dans l'article de Promise 2 pour un peu comprendre, surtout que je ne sais pas avant de faire l'article. En fait, c'est un système, c'est la mise en place d'un stent transartériel qui va aller rejoindre une veine et cette veine en fait va permettre d'apporter le sang au niveau de la jambe, là où on ne pouvait plus tenter de revasculariser, soit par endo, soit par pontage. Euh, le système LimFlow, il y a aussi un système de valvulotome par voie antérograde qu'il n'y avait pas dans les autres systèmes de transartérialisation avant. Il y a peut-être une chose à rajouter, si je peux me permettre. Ouais. C'est une veine profonde, Ouais. c'est pas une veine superficielle. Et effectivement, les valvules s'opposent logiquement à une circulation du flux vers le pied. Et donc, l'objectif du valvulotome, c'est de détruire les valvules et de permettre l'arrivée du sang au niveau du pied. Parce que les valvules, autrement, s'opposent dans une veine à l'arrivée du sang centrifuge, en fait. Promise 2, le rationnel, c'est que l'ischémie critique aux États-Unis, c'est 50% de survie à 1 an, que ça touche 1,3% des plus de 40 ans, et que 20% des patients n'ont aucune possibilité de revascularisation, entraînant irrémédiablement une amputation majeure à terme. La méthode de l'étude, c'est un design avec une étude prospective multicentrique. Alors, c'est uniquement des centres aux États-Unis. C'était un single group, il n'y avait pas de contrôle. Le alpha était à 2,5%, ce qui est plutôt bien. Il y avait un système d'imputation des données manquantes et le nombre de sujets nécessaires était de 105 patients. Et du coup, la population de l'étude, c'est 105 patients donc, qui ont été recrutés entre décembre 2020 et mars 2022. On peut voir que c'était aussi dans la période Covid. L'éligibilité des patients a été basée sur l'angiographie, sur la cartographie des veines, parce que pour pouvoir utiliser cette technique, il faut qu'il y ait un réseau veineux profond suffisamment, enfin, qui ne soit pas, qui soit satisfaisant pour pouvoir faire cette technique, et aussi de l'impossibilité d'un geste de revascularisation en dos ou pontage. Là, on a les caractéristiques des patients. On voit qu'il y avait surtout qu'ils ont essayé de quand même de prendre une population un peu représentative, pas uniquement des États-Unis, mais un petit peu de partout. Voilà. Et ici, il y a un élément important sur la méthodologie, c'est une méthodologie assez originale.
Parce qu'il y a eu un calcul quand même de nombre de patients. C'est pas un simple registre où ils ont inclus 105 patients. Et pour calculer le nombre de patients, effectivement, ils n'ont pas calculé par rapport à un groupe contrôle, mais par rapport à un registre contrôle. Donc, ils ont fait une méta-analyse sur le taux d'amputation chez les patients d'ischémie critique non revascularisés. Donc, et à partir de cette méta-analyse, ils ont défini le groupe contrôle finalement, et ils ont calculé le nombre de patients nécessaires en fonction de ce groupe contrôle. Donc, c'est un essai, c'est pas un registre. C'est vraiment un essai. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est publié dans ce journal. Les critères de jugement le critère de jugement principal et secondaire, c'était la survie sans amputation majeure à 6 mois et un décès, et le décès, c'était un critère composite. Le critère de jugement secondaire, c'était, il y avait la perméabilité du circuit d'artérialisation. Alors, il y avait primaire assistée, secondaire, en fonction de s'il y avait nécessité s'il n'y avait pas besoin de faire de geste, s'il y avait nécessité de faire un geste endovasculaire ou un geste endovasculaire ou ouvert afin de rétablir la perméabilité. Il y avait le sauvetage du membre, qui était souvent classé par l'échelle Rutherford, le succès de l'intervention et la cicatrisation des troubles trophiques à J30 et M6. L'intervention, il y avait au niveau des statistiques qu'ils proposent, il y avait quand même un taux de succès de la procédure qui était quand même assez élevé, avec 104 succès pour 105 interventions. Il n'y avait pas d'événements indésirables imprévus. Il ne parle pas d'événements dans l'article, c'est un peu dommage, il ne parle pas d'événements indésirables tout court. C'est-à-dire qu'ils disent que tous les événements indésirables prévus, par exemple. Ce qui était aussi intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'ils faisaient leur croisement. C'était majoritairement au niveau de l'artère tibiale postérieure, lié à son anatomie et le fait qu'il soit très proche de sa veine. L'artère péronnière dans 19% des cas, le tronc tibio-péronnier dans 6%. Ils expliquent pourquoi ils ont préférément utilisé, de façon préférentielle, utilisé la tibiale postérieure. Il explique pas. J'ai essayé de comprendre. Ouais. Moi, j'en ai un peu déduit que c'est lié au fait que anatomiquement, ça soit l'artère un peu là, qui est plus proche de sa veine. Je pense aussi que c'est une fonction rétrograde pour monter pour attraper le device qui vient de l'artère. Donc la veine tibiale postérieure est plus facilement cliquable que la veine péronnière. Probablement, enfin, c'est assez simple, c'est pas loin de ce que c'est intéressant parce que les premiers fistules étaient faites aussi assez hautes au niveau fémoral, superficiel bas, voire popité. On voit donc dans la technique là qu'ils essayent de développer, c'est vraiment sur les axes de jambes que ça se passe. Les résultats, au niveau du critère de jugement principal, on a 66,1% à 6 mois donc, de personnes qui sont survécues et sans amputation. Au niveau des critères de jugement secondaire, on a un sauvetage du membre dans 76% des cas à 6 mois et la survie seule dans 87% des cas. Excusez-moi, la diapo, elle a sauté. Au niveau de la perméabilité primaire, on est à 26% des cas de coup de sang nécessité d'aucun geste. La perméabilité primaire assistée, on est à 45,4% et la perméabilité secondaire, on est à 64,2%. Et on a une diminution de la classe Rutherford qui a été observée dans 27 des 64. Et chez 27 des 64 patients. C'était au niveau des 64 patients, c'était ceux qui étaient classés Rutherford 6. Juste là, on voit qu'il y a quand même une différence quand même non négligeable entre le sauvetage de membre et la perméabilité. Les deux ne sont pas corrélés. Hein. Pas tout à fait, en tout cas. Je me suis permis de faire cette diapo au niveau d'un cofacteur qui était quand même majeur au niveau de... C'était des analyses en sous-groupe, je ne les ai pas toutes reprises, mais celle-là, elle était quand même assez frappante. On voit que le critère de jugement principal, c'est les insuffisants rénaux dialysés, et il était 36,8%, donc qui est quand même radicalement moins que ce qu'ils avaient avant. Le critère de jugement chez les non dialysés, par contre, était à 72,6%. Pareil pour la mortalité, où les chiffres sont vraiment très, très différents. Et ça montre aussi qu'il y avait au niveau de leur article, enfin au niveau de leur population, il y avait peu de personnes dialysées. En fait, ils en parlent derrière dans leur discussion, c'est que c'est un peu pas très représentatif des patients vasculaires habituels.
Au niveau de la discussion, les points positifs, c'est des résultats très encourageants chez les patients initialement sans possibilité thérapeutique, que c'est une technique mini-invasive. Au niveau de la méthodologie, donc c'est une étude, un essai qui est multicentrique. Le alpha était quand même à 2,5%, c'est quand même quelque chose de bien. Ils ont décidé, au niveau des analyses en sous-groupe, ils ont décidé de ne pas faire de tests statistiques pour tout, parce que pour éviter l'inflation du risque alpha. Le taux de réussite de la procédure était quand même élevé, il est même très élevé, et il y a peu de complications non prévues. Au niveau des points négatifs, alors j'ai mis pas de groupe contrôle. Au niveau des amputations majeures, c'est dommage, ils ne distinguent pas les patients qui ont été amputés au niveau savoir si c'est des amputations transtibiales, transfémorales. Il n'y a pas d'information sur le taux d'amputation mineure. La faible proportion de patients dialysés. Et c'est vrai que le suivi, ben, le critère de jugement, il est à 6 mois. Ils ont fait un suivi des patients jusqu'à 12 mois. On aurait aimé un petit peu plus. Et malgré le fait qu'on a atteint comme le nombre de sujets nécessaires, c'est vrai qu'il y a 105 patients pour quand même une pathologie qui touche 1 million de personnes. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de patients. Alors après, c'est quand même des patients un petit peu sélectionnés. Hein. C'est-à-dire que les patients qui sont indiqués pour ça, c'est les patients sans possibilité de revascularisation. Donc ça ne touche pas tant que patients que ça. 20%. Ouais. Puis le suivi à 12 mois, c'est pas mal, hein, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui meurent à 1 an, et l'amputation, elle est souvent faite assez rapidement quand tu as un début de trop. Comme je dis. Oui. Souvent, c'est pas possible. Simon, des remarques concernant ce travail? Est-ce qu'il fini? Oui. Il détaillait le type de traitement anticoagulant qu'il mettait c'est les stents qui faisaient un bridge. Là. Alors, il détaillait, je ne m'en rappelle plus. Je sais qu'ils font ils mettaient une dose de charge anti-agrégant de mémoire. Mais c'est vrai que je sais pas, il détaille un peu les non-perméabilités, les thromboses. Qu'est-ce qui thrombose? Est-ce que c'est juste le stent? Est-ce que c'est l'ensemble de l'axe? Pour savoir, parce que vu que, comme l'a dit Anne, il y a une décorrélation entre le taux de perméabilité et le taux d'amputation, enfin de non-amputation. Et tu me demandais comment. Il détaille pas du tout au niveau des résultats. C'est intéressant. Alors, du coup, ça veut dire tes résultats qu'il ne faudrait pas traiter les dialysés avec ça, parce que si on retire les dialysés de l'étude, les résultats sont encore meilleurs. Ouais. Enfin, après, c'est montrer que la dialyse plutôt est quelque chose, un facteur pronostic très important. Donc, en gros, les dialyses, quoi que tu fasses, pas grand-chose sur le pronostic. Bah, ça change un petit peu, parce que ils ont quand même 36% à 6 mois. Je pense que j'ai pas cherché les chiffres chez les patients, à combien d'amputation ils survivent à 6 mois. C'est absence d'amputation à 6 mois. C'est absence d'amputation et de décès. C'est le critère, ça c'est le critère de jugement principal. Et la mortalité, elle était. Dans l'ensemble de l'étude, le résultat, c'est quoi le critère principal? C'était le chiffre? C'était 66,1%. D'accord, donc on revient un petit peu. Et donc, lorsqu'on retire les non dialysés, on passe à 72 quand même. Ouais. Donc, ça plombe quand même pas mal les dialysés. C'est peut-être pas le bon terrain pour faire ce type de procédure. Il y a combien de pourcentage de dialysés dans l'étude? Ils sont 39%. 39%? Non, dialysés par contre, 18%. 18%. Bon, c'est pas négligeable quand même. Alors, il y a une autre faiblesse, un autre point négatif dans l'étude, c'est que le registre sur lequel ils ont basé, à ma connaissance en tout cas, et le registre sur lequel ils ont calculé le nombre de patients nécessaires n'est pas publié. Je l'ai pas vu publié. C'est quand même un point important parce qu'ils ont calculé le pourcentage de contrôle de survie sans amputation sur des données qui ne sont pas publiées. Ça, c'est un point de faiblesse. Et comme tu l'as dit, l'absence de contrôle véritable. Ok. D'un point de vue technique, c'est une double fonction. Et bon, tu vois, tu arrives par l'artère, tu fais une fonction tu récupères une irrigation par la veine, tu mets le stent, et ensuite dans le stent, tu descends un valvulose qui permet de.
Non, c'est que les stènes sont très longs. Oui, ben moi, le stène, parce que quand on met tous les stènes comme ça, il faut besoin de l'autre. Après, c'est peut-être bien bouché. Mais là, du coup, les 100 cases ont été faits en sous-copité, mais typiquement, c'est un peu plus d'opération copité. Non, mais en fait, le problème, c'est que quand tu fais en sous-copité, tu tapes des œdèmes très, très importants. Ouais, il y a plus de complications. Ils ne parlent pas, mais en fait, c'est une intervention qui donne des œdèmes importants du moins inférieur. Et donc, en copité, ça donne des œdèmes vraiment majeurs. Tu diminues ces œdèmes, il y en a toujours, mais tu diminues ces œdèmes. C'est ce que c'était des comptages extra-anatomiques intraveineux. Très bien. D'autres questions? On a Quand est-ce qu'on essaye? as soon as possible. Autrement, à PVI, il y aura Stephen Kuhn qui est un des investigateurs qui viendra donner les résultats de l'INFLO sur la session stimulée. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Et puis, donc, on se retrouve au mois de septembre.